Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 25. Dans une cellule, des machines amènent des vêtements qui étaient pliés avec le plus grand soin. Elles étaient de couleur rouge. C'était la couleur de la culpabilité. Les vêtements avaient une coupe plutôt bien cintrée, pensait le sénateur Dordaraek. Il était plutôt ravi de porter un vêtement qui le mettait en valeur. Seule la couleur ne lui plaisait pas. Il avait le droit à une visite avant le début du procès. Il avait pu faire appel à des membres de sa famille ou à un ami. Il pensait qu'il aurait dû faire appel à son ami le ministre Galactarius. Mais sans même savoir pourquoi, il avait fait appel à un chasseur de primes. Son instinct l'avait guidé sur ce choix. Corgy Flagg. Quand il entrait dans la pièce où se trouvait le sénateur, son charisme et son look de chasseur laissaient le politicien sans voix. Tout ce qu'il portait, chaque vêtement ou arme qu'il possédait avait une histoire. De son manteau sali et troué qu'il a obtenu avec toutes ses missions, le cuir de son par-dessus laissait apparaître des trous de blaster ou d'épines qui ne voulaient le laisser quitter son entrave. On pouvait aussi voir de multiples couleurs qui s'étalaient sur le vêtement. Ce sont des traces de boue qu'il a accumulées dans des glissades et chutes pour échapper à ses poursuivants qui voulaient récupérer leur butin. Il a aussi des armes de poing qui ont des modifications visibles à l'œil nu. Il lui servait à ajuster ses tirs lors des missions les plus périlleuses. On peut voir d'un simple coup d'œil qu'il a dû s'adapter pour réussir ses contrats. Il est un autodidacte dans ce qui concerne la survie en milieu hostile. Le sénateur Dordaraek sait qu'il a fait le bon choix en le mandatant. Avant même d'émettre le moindre son, l'homme vérifie sur son écran analogique qu'il porte au poignet les moindres traces de technologie d'écoute. Une fois qu'il s'est assuré de la confidentialité du débat, il demande la nature de sa mission. Je souhaite que vous suiviez le sénateur Roald Sarluk. Je suis persuadé qu'il est impliqué dans le double assassinat qui a touché Sular III et du génocide de Chrysidon, dit le sénateur. L'homme n'émit aucun son. Il pianotait sur sa tablette à la recherche d'informations. Vous êtes accusé dans ces mêmes meurtres. Vous voulez donc que je prouve sa culpabilité pour vous faire libérer, répond le chasseur de primes. Le politicien acquiesce les propos de Flagg. Corgy Flagg sait que les politiciens n'ont pas de problème pour payer les honoraires qu'ils demandent. Mais cela n'est pas sa principale préoccupation. Il sait que si les propos du politicien sont vrais et qu'il parvient à divulguer un complot d'une telle ampleur, sa réputation ne fera que le propulser sur le devant de la scène des meilleurs chasseurs de primes. Il accepte le dossier. La seule contrainte qu'il a, c'est le temps. Pas plus de quelques jours. Aussitôt sorti de la pièce, il lance des mini-drones à la recherche du sénateur. Des machines déplacent une boîte géante qui transporte le long d'un couloir. Il s'arrête devant les portes. L'armature se colle à l'encadrement jusqu'à fusionner avec ce dernier. Une fois la manœuvre exécutée, il se recale sur le milieu de l'allée, puis part vers la prochaine porte.
À l'intérieur se trouvent les accusés. Ils sont en route vers le tribunal qui va les juger. Dans la box des accusés, il y a tous les soldats. Le commandant est le prochain à être réceptionné. Il n'y a aucun bruit à l'intérieur, car ils sont filmés et écoutés. Mais cela ne les empêche pas de communiquer. Darwin diffuse un léger flux d'énergie sur le banc. Quand Didrion entre, ils attendent qu'il s'assoie pour le saluer. Le commandant est surpris par les voix qu'il entend dans son esprit. Il veut parler mais reçoit une interdiction de la part de la Vistis. « Entrez en connexion avec votre énergie et vous pourrez nous parler », dit-elle d'un ton autoritaire. Les autres soldats ne peuvent s'empêcher de sourire. « Vous arrivez à communiquer ?» demande le commandant. Il s'aperçoit qu'ils ont bien reçu le message. « Vous êtes rapide pour comprendre une évidence ?» relance la jeune femme. « Vous avez vu, ses mains sont comme son visage », dit Sudok d'un ton intrigué. « Vous pensez que tout son corps est comme ça ?» questionne Sora. Ils se lancent des regards tout en esquissant des sourires, puis se mettent tous à regarder le commandant en attendant une réponse. « Cela ne vous regarde pas », dit Didrion d'un ton gêné. « Et quand vous faites vos besoins, ça donne quoi ?» relance le Tyrien. À nouveau, ils ne peuvent retenir leur sourire. « Vous faites des perles rares ?» relance Sora. Cette fois-ci, ce sont des éclats de rire qui résonnent dans le box. Même le commandant ne peut s'empêcher de sourire. Il est rassuré de voir que ses soldats ont gardé le moral. Le sénateur entre à son tour dans la box. Ils ne peuvent communiquer avec lui, car il ne peut utiliser d'énergie. Du moins, il peut les entendre, mais ne peut pas répondre. Quand il le voit arriver, la conversation change de sujet aussitôt. Même s'il ne peut pas répondre, le sénateur Dordarek souhaite tout de même participer. Il a entendu leur conversation quand il s'est assis. « Nous sommes victimes d'un complot », dit le sénateur à voix haute. « Sarluc fait partie de cette organisation. Si nous pouvons le prouver, nous serons disculpés, annonce Didrion dans la conversation énergétique. Cela ne devrait tarder, reprit le sénateur. Ils n'ont pas le temps de continuer leur conversation que la porte s'ouvre. Ils sont arrivés au tribunal. Des drones caméras filment leur sortie, pendant que les membres du public qui se sont installés dans la salle les dévisagent, tout en cherchant à les condamner du regard. Ils n'ont pas le temps de s'installer qu'un incident a lieu dans la salle. La porte métallique de l'entrée est secouée par plusieurs bruits sourds, puis elle s'effondre au sol. Des soldats de l'élite galactique se positionnent pour protéger le tribunal. Ce sont des soldats qui entrent dans la salle, mais pas n'importe qui. En tête du cortège, il y a Salvi Clove. Elle est suivie par Fluton Tyrien, le roi des Tyriens. Shamila Vistis, reine des Vistis. Xardaron Savaran, chef du Conseil suprême des Savarans. Il représente les 4 grandes races. Aucun soldat de l'élite galactique n'ose les attaquer, car il ne souhaite pas créer de conflit. « Que se passe-t-il ici ?» s'écrie le juge. « Vous faites éruption dans mon tribunal. Cela ne peut être acceptable. Je demande des réponses à cette obstruction !» s'écrie-t-il à nouveau. Salvi s'avance vers le juge. Elle est bloquée par des soldats de l'élite galactique. Cette réaction est vue comme un affront par les 4 grandes races. Des soldats Clove, Vistis, Tyriens et Savaran font aussitôt leur entrée dans la salle.
Il n'accepte pas que des soldats s'opposent aux leaders des 4 grandes races. L'élite galactique ne peut rien faire face aux soldats qui les acculent. Les leaders peuvent passer pour se rendre face aux juges qui n'osent plus élever la voix. Que puis-je faire pour vous aider ? Demande le juge d'un ton apeuré. Les 4 leaders gardent un visage fermé et froid. Nous sommes venus vous prévenir. Si vous condamnez les membres de notre peuple, nous le prendrons comme une déclaration de guerre, lance Salvi Clove. Elle est suivie par les leaders des autres races qui acquiescent son postulat. Dans l'histoire des 4 grandes races, il est déjà arrivé qu'ils soient unis derrière une seule et même cause, mais cela est toujours resté rare. Ils ne l'ont été que pendant des moments de guerre. Voilà pourquoi ils effraient tout le monde à ce moment-là. À l'extérieur du tribunal, les drones de Corgiflag ont pris en filature le sénateur Saraluk qui monte dans un vaisseau. Mais ce n'est pas celui qu'il utilise pour ses missions diplomatiques. Le chasseur de primes l'avait déjà prévu. Il a placé un mouchard que l'un de ses drones a positionné près des pales d'atterrissage. Il partit et les suivit à bonne distance avec son vaisseau. Parmi les androïdes qui occupaient son bâtiment, il y avait Kajar. Il est son second. Malgré son humour qui pourrait qualifier de peu convaincant pour une machine, il lui était très utile pour toutes les tâches qui demandaient une concentration sans faille. Avant même de sortir de la route d'hyperespace, il lui annonce leur destination, la lune de Tolmar. C'est un endroit qui est exclusivement dédié aux jeux d'argent et à la luxure. Flag s'interroge sur les raisons de sa destination, qu'il trouve suspecte. L'androïde lui donne une réponse satirique qui le fait sourire. Il a étudié le dossier du politicien. Il n'a ni penchant pour les jeux d'argent, ni penchant pour des orgies aux multiples espèces. Mais son second lui rappelle que plusieurs personnalités politiques se sont fait prendre dans les filets de la justice pour ce motif ces derniers temps. Le chasseur de primes aurait voulu tomber sur une affaire à sensation qui mêlerait politique, vanité et sexualité débridée. Mais quelque chose en lui le poussait à croire le contraire. Son vaisseau se pose sur une plateforme d'atterrissage. Elle était située à bonne distance de celle de sa proie. Il sortit avec ses drones qui dispersaient aussitôt, car la politique de la Lune n'appréciait guère les gens comme lui. Du moins, tant qu'ils n'avaient pas trouvé la preuve de la culpabilité de leurs clients. Corgiflag gardait en permanence son regard sur son écran, attendant le moment où ses drones lui donneraient la position du politicien. Par le passé, il a reçu une formation d'apprentissage de l'énergie. Sa famille pensait qu'il pourrait devenir un grand soldat. Il voulait même qu'il devienne soldat de l'élite galactique pour représenter son peuple dans l'univers. Mais ses tuteurs ne le trouvaient pas assez brillant pour cela. Il a appris auprès du peuple des Tripolons, qui lui a inculqué les bases du contrôle de l'énergie, ce qui le rend encore plus redoutable en tant que chasseur de primes. L'une de ces machines a verrouillé la cible. Elle se situe dans une zone peu touristique, les hangars de la maintenance. Une destination qui ne fait que renforcer sa méfiance envers Saraluk. Il survole les bâtiments à l'aide d'une plateforme qu'il a créée. Elle n'est pas trop stable, car l'homme ne s'exerce pas autant qu'il le faudrait à l'art de l'imaginis. Il n'en a recours que dans des situations d'extrême urgence. Une fois arrivé sur le site, il déploie les drones sur toutes les sorties. L'échec n'est pas une option. Il a la confirmation du blocus de la part de ses machines.
L'entrée par laquelle il passe est ouverte. Pas pour accueillir les clients, mais parce qu'elle est cassée. Les personnes qui viennent sur ce monde ne sont pas là pour faire des réparations. Les employés n'ont pas plus de droits que les machines qui réparent. Alors, travailler dans un lieu où les portes ne se ferment pas ne dérange pas leurs employeurs, ce qui l'arrange. Le chasseur de primes entre à l'intérieur. Il y a plusieurs pièces qui sont déposées sur la surface, ce qui cache la position du politicien. Mais il y a encore le son. Il entend distinctement 3 voix. Il utilise les pièces mécaniques comme cachette pour avancer à petits pas. Il arrive enfin près de sa cible. Il le sait, car les ombres s'étendent au sol jusqu'à sa position. Dans son attirail, il a beaucoup de gadgets utiles, mais celui qu'il affectionne le plus est sa mini-caméra, pas plus grande qu'un noyau de Baileys. Ce qu'il trouve drôle, c'est qu'il n'a jamais aimé les Baileys, un fruit bien trop amer à son goût. Il fait rouler délicatement la sphère, puis contrôle ses déplacements grâce à sa tablette. Il voit enfin le politicien. Il parle à quelqu'un, mais ne voit pas la personne. Elle se cache derrière une plaque de métal. L'homme semble inquiet quand il parle, puis reprend un air plus fier. Il vit que cette situation ne faisait que se répéter. Parmi ses homologues, il y en avait un qui prenait l'ascendant sur le politicien, quant à l'autre semblait être son égal, voire même inférieur, car Sarluc prenait un plaisir non dissimulé à se sentir supérieur. Un des individus se découvre en venant vers le politicien. Il semblait agacé par l'attitude de Sarluc. L'homme n'était rien d'autre que Malovic Samirin. Alors que les 2 hommes se faisaient face, le 3e individu fait son apparition. Il portait une armure de soldat de l'élite galactique et son casque est fendu. Malgré son manque d'entraînement, le chasseur de primes arrivait à sentir la noirceur de l'énergie du soldat. Son corps frissonnait de peur. Il n'arrivait pas à contrôler ce sentiment. Il est même surpris par les gouttes de transpiration qui coulaient sur son visage. Il se lève, dégaine ses 2 blasters, lance l'attaque des drones. Dès que les machines font leur apparition en détruisant portes et fenêtres, il fait son entrée à son tour. Le bruit des explosions surprit les 2 politiciens. Le soldat n'a pas réagi. « Plus personne ne bouge, vous êtes tous en état d'arrestation !» s'écrie le chasseur de primes tout en les visant. Avant que les drones n'arrivent sur leur cible, l'homme au masque fendu attrape Samirin et disparaît dans une masse noire qui les engloutit. Sarluc n'a pas eu le temps de leur demander de les amener, qu'ils ont déjà disparu. Les lasers des blasters de Flag et celles de ses drones ont encerclé le politicien, qui n'a d'autre choix que de se rendre. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.